La matinale RCF, le grand invité. 8h10, bienvenue, c'est l'heure de notre grand invité. Bonjour Christian Gaulier. Bonjour. Vous êtes économiste et notamment économiste de l'environnement. Ce matin sera présenté un rapport de France Stratégie sur les incidences économiques de l'action climatique. Demain commenceront à Bordeaux les assises européennes de la transition énergétique. L'occasion ce matin de s'intéresser au coût de cette transition climatique. Vous avez notamment publié entre fin du monde et fin du mois, c'est chez Fayard, une leçon inaugurale du Collège de France. Christian Gaulier, quelles sont les grandes poche du coût économique du réchauffement climatique? Combien ça va nous coûter? C'est une question à plusieurs milliards d'euros, ça c'est clair. Donc en fait, l'industrie, le secteur de l'électricité ont déjà bien avancé dans la décarbonation, en particulier en France grâce à notre nucléaire. Les deux points noirs en France et en Europe, et dans le reste du monde, mais en particulier par rapport à l'industrie de l'électricité, c'est le transport et c'est le résidentiel, sur lequel en fait nous avons continué à croître des émissions de CO2 ces 20 dernières années, alors que dans le secteur de l'industrie et de l'électricité, on avait baissé. Peut-être le résidentiel, expliquons ce que c'est. Oui, c'est nos maisons. Le chauffage. C'est le chauffage, c'est la maison, et aussi les maisons, des bureaux, etc. Donc, c'est les maisons individuelles aujourd'hui qui vont coûter le plus cher en termes de transition climatique à venir. Vous savez, le transport va coûter cher aussi. Regardez le prix des voitures électriques aujourd'hui, c'est pas donné à n'importe qui de s'acheter une voiture électrique. Regardez le problème de transport aérien, ça va coûter très cher. Le kérosène produit de façon verte, c'est-à-dire avec de l'hydrogène produit avec de l'électricité verte, et ce kérosène vert pour l'aviation, ça coûterait 5 fois plus cher que le kérosène qu'on produit avec du pétrole. Donc vous voyez, c'est des sommes assez colossales en fait. Des sommes qu'on essaye en ce moment d'estimer. Comment est-ce que les économistes arrivent à estimer ces sommes? Est-ce qu'on prend notre mode de vie actuel et on projette combien coûterait avec le même mode de vie avec des énergies vertes, ou est-ce qu'on réfléchit à un changement de mode de vie? Alors, il y a des approches macro et des approches micro. Moi, je préfère plutôt l'approche micro. On regarde secteur par secteur les actions qui doivent être menées pour arriver à ce résultat-là. On est dans des ordres de grandeur de un peu moins d'une centaine de milliards d'euros d'investissement par an, quoi. Mais il n'y a pas que de l'argent aussi. Il faut bien se dire que pour atteindre des objectifs de 55% de réduction des émissions en 2030 et zéro émission nette en 2050, on va aussi devoir faire des efforts de sobriété, d'un petit peu d'inconfort. Vous voyez, baisser ça c'est intéressant. Parce que donc, c'est vrai, quand on parle aux économistes, on parle souvent en somme d'argent. Ce que vous dites là, c'est qu'il n'y a pas que l'argent. Mais bien sûr que non. Il y a aussi des choses qui vont nous gêner. Utiliser le transport en commun plutôt que sa voiture. Ça met plus de temps pour aller sur son lieu de travail. Ne plus utiliser l'avion pour partir en vacances, ça veut dire des vacances plus proches. C'est bien autre chose que de l'argent. Et justement, très concrètement, comment l'économiste que vous êtes voit ces évolutions en général? On dit qu'en économie, les agents économiques, ils ont le choix entre plusieurs options, ils choisissent la meilleure. Très concrètement, le particulier, il va toujours préférer, s'il en a la possibilité, prendre l'avion. Faut-il donc qu'il y ait une intervention de l'État pour dire c'est fini, on va vous forcer à être sobre? De toute façon, il faut l'intervention de l'État. L'État a un rôle tout à fait majeur là-dedans. Effectivement, comme vous le dites à l'instant, je veux dire, quand j'émets du CO2, je ne tiens pas compte des conséquences climatiques à long terme de ces émissions de CO2. Et donc il faut nécessairement changer la façon dont nos sociétés fonctionnent, essentiellement aujourd'hui des démocraties libérales, c'est-à-dire basées sur la liberté d'entreprendre, sur la liberté de consommer. On a deux grands choix pour y arriver, soit les interdictions, et on a fait pas mal d'interdictions. Par exemple, l'interdiction des vols domestiques quand on a une alternative à moins de 2h30 en train, des interdictions de chaufferettes sur les terrasses des bars, par exemple. Ça, c'est des interdictions. L'autre grande voie, c'est une solution plutôt préconisée par des économistes, même s'il faudra sans doute un peu faire des deux, c'est une tarification du carbone, application du principe pollueur-payeur. Eh bien justement, intéressons-nous à cette tarification du carbone, la taxe carbone. On en parle depuis des années. Aujourd'hui,
Où en est-on? Cette taxe carbone, est-ce qu'elle va un jour être mise en place? Alors, elle existe déjà en France. On a gelé la taxe carbone. Quand le mouvement des Gilets jaunes a démarré, Emmanuel Macron a décidé de geler, non pas supprimer la taxe carbone. La taxe carbone aujourd'hui, quand vous allez acheter de l'essence à la pompe ou quand vous achetez du fioul domestique ou du gaz naturel pour vous chauffer, vous payez 44,6 € la tonne de CO2. Donc ça tient le coup, ça a persisté, ça rajoute 10 centimes le litre d'essence à la pompe. Il existe aussi un mécanisme européen de tarification du carbone. Il couvre aujourd'hui essentiellement l'industrie et l'électricité. Et aujourd'hui, c'est un système de marché de permis d'émission sur lesquels, sur ce marché, on est arrivé à environ 100 € la tonne de CO2. Donc c'est plus de 2 fois... Les industriels payent 2 fois plus le prix du CO2 que vous ne le payez, vous, à la pompe. Et il y a un sujet de souveraineté aussi à l'échelle européenne. Comment on taxe les biens qu'on importe? Voilà, c'est ça. Un des grands sujets, c'est l'Europe ne peut rien faire tout seul. Si l'Europe décide de pénaliser fortement les émissions de CO2, le résultat va probablement être, et c'est ce qui s'est passé depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'on va désindustrialiser l'Europe, on va transférer des industries les plus polluantes vers des pays où il n'y a pas de pénalisation des émissions de CO2. Et donc, l'Europe, jusqu'à maintenant, a géré le problème de façon assez inefficace. C'est-à-dire qu'elle a distribué des permis gratuits aux industriels qui étaient exposés à la concurrence internationale. Il faut peut-être expliquer ce que c'est que ce permis gratuit rapidement. Donc voilà, quand un industriel, par exemple un sidérurgiste, émet du CO2 parce qu'il fabrique de l'acier avec des hauts fourneaux, il doit aller acheter sur le marché de permis ou acheter à l'Europe des permis qui effectivement l'autorisent à émettre un droit à polluer, en quelque sorte. Exactement. Et donc les industriels européens doivent payer ces droits à polluer. Les Chinois, les Indiens ou les Brésiliens qui nous vendent leur acier, eux, ne doivent pas payer sur leur territoire ce CO2. Et donc, il y a une distorsion de concurrence. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant et encore pendant quelques années, ces sidérurgistes européens reçoivent des permis gratuits et donc on ne paye pas pour le CO2 qu'ils émettent. Mais à partir de 2027 ou 2028, c'est le plan vert, le pacte vert européen qui le dit, ces industriels brésiliens, chinois, etc., devront acheter les mêmes permis d'émission quand leur acier franchira les frontières européennes. Christian Gaulier, on parle beaucoup de réindustrialisation de la France. Ce qu'on comprend ce matin, c'est quand même, ça va pas être simple, vu les conditions qu'on s'impose, notamment en termes d'engagement vert. Oui, tout à fait. Ce sont des sujets de premier ordre parce que la réindustrialisation, c'est aussi créer de la valeur pour l'Europe, c'est aussi créer des emplois et on en a encore aujourd'hui bien besoin. C'est difficile dans un monde où il y a 190 pays qui se font la concurrence de se mettre d'accord, d'aligner l'intérêt de chaque pays avec l'intérêt général. La France n'émet que moins de 1% des émissions mondiales. La France toute seule ne peut rien faire. L'Europe, c'est autour de 10%. Il faut nécessairement y aller tous ensemble. Et s'il y a des passagers clandestins, comme le disaient les économistes, dans cette mobilisation mondiale pour réduire nos émissions de CO2, mais le résultat risque de faire ce qu'on a... on va voir ce qui s'est passé depuis 30 ans. C'est-à-dire que depuis 30 ans, on sait qu'on a un problème de changement climatique. Et au lieu d'appuyer sur un pédale de frein des émissions de CO2, on appuie sur un pédale d'accélérateur. On émet aujourd'hui 50% de plus de CO2 qu'on en émettait en 1990 au niveau mondial. À cause de quoi ? À cause du fait que la Chine est sortie d'une pauvreté épouvantable, la consommation, la prospérité engendre de CO2 et on n'est pas parvenu au niveau mondial encore à découpler la prospérité des émissions de CO2. Nous sommes avec Christian Gaulier, économiste, notamment économiste de l'environnement. Vous avez publié Entre fin du mois et fin du monde, alors que l'inflation ressurgit partout en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, les agents économiques, chaque particulier, a bien conscience qu'il va falloir adapter ses dépenses et que nécessairement la lutte pour le climat fera du mal au pouvoir d'achat ? Alors en fait, ce qui est pas mal en France, c'est qu'on vit dans un pays où il y a aujourd'hui un consensus, une vraie
compréhension de notre responsabilité envers les générations futures pour ce changement climatique. Par contre, on n'a pas du tout de consensus sur comment affronter nos responsabilités face à ce changement climatique. Et vous avez des mouvements très extrémistes, des types décroissantistes, qui, en même temps que vous avez des gens qui disent mais non, il n'y a rien à faire, non, laissons les technologies se développer, dans 5 ou 10 ans, on aura une capacité quasi gratuite de décarboner nos économies sans demander quoi que ce soit comme effort aux ménages. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on n'est pas sûr. Il y a énormément d'incertitudes sur l'émergence de ces technologies. On a des verrous technologiques majeurs, le développement du solaire et de l'éolien, par exemple. Si vous voulez continuer à avoir de l'électricité, utiliser votre frigo, votre Wi-Fi, quand il n'y a pas de vent, qu'il n'y a pas d'électricité, oblige à devoir stocker l'électricité. Aujourd'hui, on ne sait pas vraiment, à des coûts raisonnables, massivement stocker de l'électricité pour tenir sur des semaines, voire les mois de peu de soleil et peu de vent. Et donc, on a encore aujourd'hui un problème majeur. Donc, ça implique des sacrifices. Il n'y a hélas pas vraiment de volonté des politiques, parce que quand vous avez des électeurs qui ont en tête une utopie, celle d'une transition énergétique heureuse, c'est difficile pour un politicien. C'est une utopie, une transition énergétique heureuse ? Excusez-moi. C'est une utopie, une transition. C'est une utopie, oui, parce que, comme je vous le disais au départ, ça va coûter beaucoup d'argent. Ça va coûter beaucoup d'argent et il n'y a pas de caverne d'Ali Baba où on peut aller tirer cet argent. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. On a eu à un certain moment l'idée d'argent magique, mais ça, aujourd'hui, c'est définitivement derrière nous. Et donc, du sang, des larmes, des sueur, c'est difficile de porter ce message politique quand les gens pensent que c'est pas eux, enfin, qu'il n'y a pas de coûts, et puis s'il y a des coûts, c'est pas eux, c'est le voisin qui doit faire des efforts. Macron devrait faire comme Churchill et promettre du sang, de la sueur et des larmes. Je ne pense pas qu'il en a la capacité, je veux dire. Oui. Vous utilisez un mot, et j'aimerais bien qu'on s'arrête dessus quelques instants, c'est le mot de décroissance. Vous avez utilisé le mot décroissantiste. Les économistes acceptent-ils le fait qu'il faille passer par une période de décroissance pour cette transition climatique qui vient et financer cette transition climatique, ou au contraire, la décroissance est-elle trop dangereuse pour la justice sociale ? Alors, les économistes n'ont pas de vision consensuelle là-dessus. Moi, je pense que, comme je disais il y a quelques minutes, si effectivement on parvient à lever les verrous technologiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui pour mettre en place une transition énergétique peu coûteuse, on n'a pas besoin de décroître. Par contre, si ces technologies qu'on espère ne se matérialise pas, on devra décroître. Si on veut vraiment atteindre 55% en 2030, 55% de réduction d'émissions par rapport à 1990, il faudra peut-être en passer par des prix du carbone très élevés, c'est-à-dire un coût de l'énergie beaucoup plus important pour les ménages et donc une décroissance. Regardez ce qui s'est passé en 2022 avec la crise énergétique. Et cette crise énergétique venait d'une réduction de l'offre de gaz naturel russe, mais imaginez une alternative où là aussi le prix d'énergie monte, mais non plus parce que l'offre est baissée, mais parce qu'on impose des restrictions à son usage à travers, par exemple, une taxe carbone. Et dans ce cas-là, s'il y a décroissance, les premiers à subir de plein fouet cette décroissance seraient les personnes les plus pauvres ? Alors c'est un sujet, c'est vrai que la part du revenu consacré aux dépenses d'énergie est décroissante avec le revenu. Les ménages les plus modestes consacrent une partie plus importante de leur revenu pour se chauffer, pour se déplacer, que les ménages les plus riches. Et donc quand vous augmentez les coûts d'énergie, et ce que je viens de dire montre que c'est possible qu'on doive massivement augmenter le prix d'énergie, ça sera régressif en termes de... Ça accroîtra les inégalités. Et donc l'avantage d'une taxe carbone, c'est que elles permettent d'engendrer un revenu fiscal qui peut être utilisé pour compenser les ménages les plus modestes, faire en sorte qu'on lutte à la fois contre le changement climatique et contre les inégalités sociales. Ça, la taxe carbone peut le faire. Beaucoup d'autres politiques qui sont coûteuses ne peuvent pas le faire. Merci beaucoup, Christian Ngouillier, pour ce matin. Vous êtes économiste notamment de l'environnement. Je rappelle que vous avez publié Entre fin de mois et fin du monde, c'est chez Fayard.